Merci beaucoup, merci de m'accueillir, accueillir quelqu'un qui n'est pas un spécialiste du sport, mais qui s'intéresse au sport. Alors quand mon collègue m'a invité à cette, à cette, à cette journée, quand Yvan m'a invité, je lui ai dit attention, ce soir il y a Hercules, donc attention, il ne faut pas que ça dépasse une certaine heure parce que je ne rate jamais Hercules. Donc étant un passionné d'athlétisme, un petit athlète de niveau régional quand il était jeune, je suis resté passionné d'athlétisme et donc bon, en fait, j'ai pas travaillé particulièrement sur le sport, plutôt sur le tourisme, mais malgré tout, dans ma carrière, j'ai fait une notice sur le sport en Polynésie française il y a une trentaine d'années, dans le cadre de l'Atlas de la Polynésie française, où j'ai été détaché en début de carrière. Et puis, plus récemment, donc, j'ai co-dirigé l'Atlas en Nouvelle-Calédonie et j'ai rédigé la notice sur le sport en Nouvelle-Calédonie, notamment la question donc, des communautés dans le sport. Et en tant que passionné d'athlétisme, bien, régulièrement, je vais à l'I2AF, je compulse les statistiques et puis j'ai écrit 2 ou 3 articles sur l'excellence athlétique, l'évolution, les localisations, donc avec des scoring tables, des petites choses. Donc voilà. Donc je ne vais pas vous parler de tout ça. Je vais vous parler aujourd'hui. En fait, Yvan m'a demandé d'essayer de montrer le lien entre le sport et le tourisme. Et donc, je vais essayer de vous présenter quelques jalons pour une géohistoire de la relation entre sport et tourisme. Et puis, Vincent, donc, qui est le directeur administratif de l'Institut du tourisme de la Côte d'Azur, vous parlera de cet institut dont je suis le directeur scientifique. Voilà, donc, la présentation de Vincent portera sur l'Institut. Et donc là, c'est pour montrer les liens qu'il y a entre le sport et le tourisme, les liens qu'on peut développer. Alors, ces liens, en fait, on les a travaillés dans une équipe dans laquelle j'ai fait partie une quinzaine d'années, qui est l'équipe MIT, où on a essayé de déconstruire le tourisme et on a essayé de prendre le tourisme du début jusqu'à aujourd'hui, quelles sont les évolutions, quels sont les grands ressorts du tourisme. Et on a en fait mis en évidence 4 ou 5 grands ressorts du tourisme. Il y a la sociabilité. Faire du tourisme, c'est rencontrer les autres, faire des rencontres, se retrouver en famille, faire draguer sur les plages, etc. Ça fait partie des grands ressorts du tourisme. Il y a se faire du bien, le soin de soi, la recréation, la récréation, les activités sportives, le jeu, le shopping. Tout ça, ce sont des ressorts qui, aujourd'hui, expliquent les différentes formes de tourisme. Et donc, dans chacun de nos séjours, nous avons ces ressorts qui sont plus ou moins forts. Si vous êtes jeune et que vous partez au Club Méditerranée, bon, il est sûr que le ressort de la découverte, par exemple, sera moins fort que le ressort de la rencontre. On y va pour peut-être faire des conquêtes féminines ou masculines. Bon, peu importe. On s'est intéressé, donc, dans cette analyse globale, à la question du sport dans le tourisme ou des pratiques physiques dans le tourisme. Et comment celles-ci ont évolué, comment elles se sont en fait transformées, elles se sont diversifiées. Et donc, on a construit ce document d'abord qui est un peu compliqué, que je ne vais pas commenter dans le détail. Je vais essayer de vous montrer dans cette présentation quelques lieux, quelques moments importants dans l'évolution de ce lien entre le sport, les pratiques physiques et le tourisme. Alors, on va commencer d'abord par un élément qui est majeur, qui est peut-être le premier qui apparaît dans ce lien, c'est la nature qui, à partir du XVIIIe siècle, va être considérée comme un terrain de jeu. L'innovation, elle est britannique, et donc la nature, le regard sur la nature évolue à cette époque-là et la pratique de la nature évolue, avec notamment un moment important qui est dans le Lake District, donc cette région la plus montagneuse de l'Angleterre, au nord-ouest de l'Angleterre, à la fin du XVIIIe siècle, l'invention de la randonnée. Donc pour la première fois, des hommes marchent, mais pour leur loisir, pour découvrir des lieux. Bon, ici, vous voyez
une photo qui ne remonte pas bien sûr à la fin du XVIIIe siècle, de la fin du XIXe siècle, dans ce Lake District. Alors Lake District qui est le creuset de la randonnée, de la grande randonnée, notamment à la fin du XVIIIe siècle parce que en fait, les Britanniques n'ont pas pu se rendre sur le continent à partir donc, de la Révolution française et pendant une vingtaine d'années avec Napoléon Bonaparte, les guerres napoléoniennes, donc il y a eu un blocus, etc. Donc ils se sont rabattus et ils se sont rabattus sur le Lake District qui était la région la plus accidentée. Et les Britanniques, bien sûr, sont aussi à l'origine de l'invention de l'alpinisme. Donc, 1741, Wyndham fait une expédition à partir de Genève vers les glaciers de Chamonix. 1786, c'est la conquête du Mont Blanc. Bon, vous voyez, tous ces éléments sont associés historiquement, sont simultanés, se produisent à la fin du XVIIIe siècle. Et bon, aujourd'hui, on a des formes, on voit bien évidemment que le terrain de jeu, il s'est agrandi. On fait du trekking au Népal, on fait du rafting dans le Colorado. Bon, tout ça relève de cette généalogie de la nature considérée comme un terrain de jeu. Alors ensuite, vous avez une deuxième relation qui est très forte, c'est le sport pratiqué en station, les activités physiques qui vont être pratiquées en station. La station touristique qui émerge donc à la fin du XVIIIe siècle, les premiers lieux touristiques, Brighton, Bath, et puis ensuite sur le continent. Bon, ces gens-là qui vont passer plusieurs semaines, plusieurs mois, ils ont besoin d'animation. Alors bien sûr, ils se retrouvent, quand ce sont des colonies d'étrangers comme à Nice, ils se retrouvent dans les lieux cultuels, à l'église, au temple, mais aussi ils vont pratiquer des activités. Et on voit très bien le lien entre sport et tourisme quand on regarde par exemple le premier golf d'Europe continentale qui va être créé par les Anglais à Pau en 1856, donc qui précède les golfs azuréens. Bon, le Pau Golf Club 1856. Le tennis, on en a parlé tout à l'heure avec le club de tennis de Nice, bien évidemment. Bien, le tennis, invention britannique, et bien, vous voyez cette carte due à Madame Roland dans la revue In Situ, qui vous montre que la diffusion du tennis à partir de l'Angleterre, elle passe par des lieux touristiques. Elle passe par les grandes stations touristiques du littoral du nord de la France, et elle passe par la Côte d'Azur. Bien évidemment, Paris aussi, en tant que lieu de l'élite, est un point d'entrée du tennis. Mais ce patrimoine tennistique, en fait, il relève de la diffusion des touristes anglais sur le continent européen. Et donc, les touristes anglais arrivent dans les premiers lieux touristiques que vous voyez sur cette carte. Bon, Yvan Gastour, dans son ouvrage sur l'histoire des sports dans les Alpes-Maritimes, qu'il a coécrit, montre bien aussi l'importance du tennis sur la Côte d'Azur. La terre battue est inventée en 1880 sur la Côte d'Azur, donc c'est un moment important. Et dans d'autres lieux, on va utiliser différentes surfaces, vous voyez ici par exemple à Fort-Mahon, dans le nord de la France, donc on utilise la plage comme un terrain de tennis pour animer la vie de station. Et vous voyez ces dames qui sont en robe en train de jouer au tennis, de prendre la pause. Un autre jalon dans cette relation entre tourisme et sport, c'est le sport considéré comme un spectacle dans la vie des lieux touristiques. La régate va être probablement le premier spectacle proposé aux villégiateurs, et notamment, là on a des exemples dans le nord-est de l'Angleterre, dans le nord-est des États-Unis, en Nouvelle-Angleterre. Vous avez ici donc une des premières régates, la première régate à Newport, Rhode Island, donc en 1856. Et vous avez diverses œuvres d'artistes, de peintres, notamment impressionnistes, qui vont nous rappeler l'importance de la régate dans l'histoire des lieux touristiques en France. Vous voyez notamment ce célèbre tableau de la plage de Sainte-Adresse de Claude Monet, donc 1867. Le jeune Monet, vous voyez, peint ici deux mondes qui cohabitent encore pour un certain temps. Au premier plan, vous avez des pêcheurs, et puis juste derrière, vous avez deux personnes, deux villégiateurs, deux touristes qui contemplent avec une longue vue
une régate qui est en train d'être organisée donc, au large. Hein. La dame est en robe blanche, vous voyez le monsieur à sa longue vue. Hein. Donc ça, c'est le côté spectacle du sport, hein, qui va animer, hein, la station touristique, que ce soit donc, sur la Manche, sur la Côte d'Azur ou ailleurs. Bon, autre type d'animation, hein, qu'on va trouver, le polo. Ici, vous voyez, au début du XXe siècle, une partie de polo à Deauville. Hein. On voit bon, le lien entre le standing de la station et puis le type de sport qui est pratiqué. Hein. Donc, ce n'est pas la lutte, hein, c'est le polo. Donc, on a ici un lien très fort entre une offre sportive spécifique pour un public, pour une clientèle haut de gamme. Et encore aujourd'hui, bon, ce lien, il apparaît nettement. Là, j'ai pris un document de la thèse de Lise Picret, hein, qui a été soutenue en 2016, dont je faisais partie du jury. Vous voyez ici les compétitions de polo en France. Eh bien, il y a encore une dimension très touristique dans la localisation des compétitions de polo. Vous avez les stations de sport d'hiver, Megève, Courchevel, Val d'Isère, qui organisent des tournois de polo d'hiver. Hein, vous voyez une affiche à gauche. Hein. Et puis, vous voyez du polo d'été, plutôt organisé, donc, par exemple, sur la Côte d'Azur, Saint-Tropez, Montauroux, avec le domaine de Terre Blanche, hein, bon, qui sont des lieux, Deauville, hein, aussi, qui sont des lieux où encore on a une offre de polo à l'attention d'une clientèle touristique haut de gamme. Alors, un autre exemple de spectacle sportif qui va être proposé aux touristes, c'est la relation avec la course automobile, avec la vitesse. Hein. Alors, la Côte d'Azur est très bien placée, hein, puisque la Côte d'Azur, vous avez ici à 200 mètres de la MSHS une borne, hein, qui vous indique que la première course automobile de côte organisée dans le monde l'a été ici. Donc, voilà, course de la Turbie par la Grande Corniche. Hein. Donc, vous avez encore une borne. Donc, le lien entre la course automobile et la Côte d'Azur, il est évident. Il y a eu un Grand Prix à Nice organisé sur la promenade des Anglais. Bon, bien sûr, il y a le Grand Prix de Monaco, il y a le rallye de Monte-Carlo. Mais véritablement, l'instigateur de tout cela, c'est un certain Henry Flagler, qui est véritablement le fondateur du tourisme en Floride, hein, qui a créé donc, cette ligne sur la côte orientale de la Floride. Et le long de cette ligne de chemin de fer qui descend jusqu'à Key West, qui explique le développement de Miami au début du XXe siècle, eh bien, Henry Flagler a créé un certain nombre d'hôtels. Et à côté de leur mon-hôtel, donc, il a construit un garage, il a fait venir ses copains, hein, Louis Chevrolet, Harvey Firestone, Henry Ford. Hein. Il a construit ce garage, leur mon-garage, et il leur a proposé de venir avec des voitures, des prototypes. Et donc, c'est le début, c'est le début du Grand Prix de Daytona Beach. Hein. Donc, vous voyez ici une photo dans les années 40, hein, donc, à l'époque où encore une partie donc, du circuit était sur la plage de Daytona. Hein. Donc, cette relation, hein, elle est très forte entre la vitesse, la course automobile et le tourisme. Elle est très forte, elle apparaît dès la naissance de l'automobile, parce que où trouvait-on des automobiles au début de cette innovation technique? Eh bien, on en trouvait là où il y avait des gens riches. Et les gens riches, ils étaient où? Eh bien, ils étaient dans les capitales, à Londres, Paris ou Berlin, et dans les lieux de villégiature, sur la Côte d'Azur en particulier, ou aux États-Unis, les nouveaux hôtels qui se créaient le long de la ligne de chemin de fer qu'avait développé Henry Flagler. Alors, une autre relation qu'on peut mettre en évidence, c'est la question de la glisse et des sports d'hiver. Je rappelle que l'expression sport d'hiver est attestée en France en 1891. Winter sport apparaît en anglais quelques décennies plus tôt. Donc, ces sports d'hiver et cette glisse, hein, d'abord, on peut la trouver d'abord dans des lieux exceptionnels qui se dotent d'équipements exceptionnels. Par exemple, Brighton, qui est la station haut de gamme, la station chic du sud de l'Angleterre, des Londoniens. Hein, vous avez en Angleterre, à l'opposition de Brighton, la station chic, et puis Blackpool, qui est la station populaire au nord de l'Angleterre, avec le bassin minier, donc Manchester, Liverpool, à côté. Bon, Brighton, vous voyez, se dote d'une patinoire en bord de mer en 1877, qui est un équipement tout à fait exceptionnel, hein, à cette époque-là.
Et Saint-Moritz va devenir le lieu d'invention des sports d'hiver. Vous voyez que Saint-Moritz en Suisse, dès 1873, accueille plus d'hivernants que d'estivants. Donc le renversement de la saisonnalité dans les montagnes suisses, il s'opère, vous voyez, dès la fin du 19e siècle. Et donc Saint-Moritz va collectionner les innovations. Donc, première compétition de patinage en 1872, premier match de curling sur le continent en 1882, premier club de bobsleigh, de skeleton, 1883, premier championnat d'Europe de patinage, et la station de Kloster, qui est voisine de Davos, pas très loin de Saint-Moritz aussi, organise la première épreuve internationale de luge sur piste gelée. Donc ça, c'est à la fois des pratiques des hivernants, mais aussi des compétitions pour ces hivernants, pour animer les stations, comme je l'ai évoqué. Donc, vous voyez ici, c'est cette affiche de la fin du 19e siècle de Saint-Moritz, donc, pour les sports d'hiver. Vous voyez ici donc l'association entre le palace et le sport de glisse. Vous voyez la patinoire qui est juste à côté de ce palace à Gstaad, donc juste avant la Première Guerre mondiale. Et bien sûr, le ski qui va jouer un rôle très important, la découverte de la vitesse sans effort, cette glisse donc, qui va devenir un élément majeur du tourisme en hiver dans les Alpes, en particulier Conan Doyle, l'écrivain qui a inventé le personnage de Sherlock Holmes, qui importe le ski en 1894, donc de retour de Norvège, et vous voyez qui écrit ce texte prémonitoire dans le Strand Magazine, un texte qu'il intitule « Un col alpin en ski ». Vous voyez ce qu'il dit. « Le ski ouvre un champ de sport qui est, je pense, unique. Je suis convaincu que le temps viendra où des centaines d'Anglais viendront en Suisse pour la saison de ski en mars et avril. » On est en 1894. Alors, notre élément qui lie le sport et le tourisme, une autre thématique, on peut voir, c'est la conquête des eaux chaudes. Les eaux froides qui étaient thérapeutiques vont progressivement laisser la place aux eaux chaudes. Et là, le lieu incubateur, c'est Honolulu, c'est Waikiki, avec des personnages qui vont incarner cette innovation. Vous en voyez deux ici. Vous avez Duke Kahanamoku, à droite, qui est un des deux pères du surf moderne, mais aussi le premier grand nageur de l'ère moderne. Il va être 3 fois champion olympique, et donc il a frôlé le mur de la minute aux 100 mètres nage libre, puisque c'est Weissmuller en 24 qui va casser le mur de la minute. Kahanamoku donc, va se rapprocher du mur de la minute. Je crois qu'il va faire 60 secondes et 4 dixièmes. Donc champion olympique en 1912, 1920, et surtout grand surfeur qui va faire des démonstrations de surf à travers le monde. Quand il part avec l'équipe des États-Unis, il fait des démonstrations de surf en Californie, en Floride, en Nouvelle-Zélande, en Australie. Et puis à gauche, vous voyez notre personnage très important, c'est George Freeth, un Irlando-hawaïen, au physique tout à fait moderne. C'est quelqu'un qui est mort, vous voyez, en 1919, 1883-1919, c'est l'invention du nageur, du maître nageur sauveteur. C'est l'invention aussi d'une nouvelle esthétique, le corps bronzé, le corps musclé, qui va être véhiculé par un certain nombre d'écrivains, Mark Twain d'abord dans les années 1860, et puis surtout Jack London. Et vous voyez Jack London dans sa croisière du Snark. Vous voyez ce qu'il écrit en plein large, au milieu d'un tourbillon d'embrun, un troisième personnage nommé Freeth se joignit à nous, me frottant les yeux, je sortais d'une vague et regardais devant moi pour épier la suivante, lorsque je vis surgir sur le dos de celle-ci un jeune dieu bronzé par le soleil. Donc là, vous avez à la fois la nouvelle esthétique du corps bronzé, le bronzage né dans le Pacifique, et ce n'est pas Coco Chanel dans les années 20, c'est surtout dans le Pacifique, sur les rivages australiens et hawaïens, et une nouvelle façon d'utiliser la mer, dompter les vagues. Et vous voyez ce document tiré d'une documentation photographique de Jean-Pierre Augustin. Donc, vous devez connaître donc sur la diffusion du surf qui part d'Hawaï, la Californie, la Floride, et puis une diffusion mondiale aujourd'hui. Un autre lien que je voulais montrer, c'est le ski nautique. Le ski nautique qui est d'abord un spectacle touristique. Ici, vous voyez au Cypress Garden, donc en 1936, où vous aviez ces spectacles aquatiques.
Et le ski nautique va devenir une pratique touristique à partir des années 50. Donc, ça va être une pratique qui va se démocratiser, qui va se diffuser. De même que, pour terminer, le Club Méditerranée va marquer le début de l'aventure touristique subaquatique. L'aqualung, le poumon aquatique, est breveté en 1945 par le commandant Cousteau et Émile Gagnant, donc le détendeur CG-45. Et cet équipement qui permet assez facilement d'aller sous l'eau va être un élément, un point essentiel pour faire la promotion du Club Méditerranée. Vous voyez, le centre le plus moderne et le plus complet de spirotechnique d'Europe. Le Club Méditerranée, dès les années 50, va baser une partie de sa promotion sur la possibilité de découvrir le monde sous-marin grâce donc à la plongée bouteille. Vous voyez cette publicité qui date de la fin des années 50. Voilà, je m'arrête là parce que je pourrais parler beaucoup très longtemps. Bon, vous voyez les pistes qu'on peut trouver. J'espère que ça vous a titillé. En tout cas, merci. Et merci de m'avoir accueilli, pour avoir accueilli quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose, en tout cas au sport